Bonjour. Après deux vidéos ayant permis de relativiser les chiffres de la mortalité de la Covid-19 par rapport à la mortalité habituelle, voici une troisième vidéo pour comprendre pourquoi nous avons cette impression que la mortalité est si importante. Cette impression est chaque jour renforcée par les chiffres que l'on peut trouver sur les différents sites, comme ici sur celui de l'OMS, aussi bien sur la répartition géographique que quand on regarde l'évolution temporelle du nombre de cas et du nombre de décès. Ainsi, quand on demande aux gens sur une échelle de 0 à 10, comme on peut le faire sur la douleur, quel est le degré d'inquiétude pour soi et pour ses proches, on tombe sur une valeur très importante de 7 sur 10. Rappelons les conclusions des deux vidéos précédentes. Tout d'abord, le taux de mortalité de la Covid-19 est inférieur à 1%. C'est-à-dire qu'il est du même ordre de grandeur que la mortalité habituelle. Ainsi, la mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,7% suivant les études, quand la mortalité habituelle est de 0,92% en 2017. La mortalité de la Covid-19 augmente avec l'âge, donc elle est inférieure à sa valeur moyenne pour les enfants et pour les plus jeunes, et augmente au fur et à mesure que l'âge augmente. Elle augmente pour les hommes par rapport aux femmes, elle augmente pour les indices de masse corporelle les plus importants et en cas de problème de santé. Mais ça, c'est comme la mortalité habituelle, ce qui permet de quand même pas mal relativiser les choses. Ainsi, à titre individuel, sauf cas particulier, la mortalité augmente donc, mais pas dans des proportions catastrophiques. Pour les enfants, ainsi, la surmortalité est négligeable et pour les actifs, elle est limitée. Par contre, à titre collectif, des mesures de distanciation sociale sont indispensables pour éviter le débordement du système de santé. Mais, comme on l'a dit, la peur est là. Ainsi, le jour du déconfinement, nous avions ce titre du Monde « J'ai peur de tomber malade, je n'ai pas d'autre choix que d'aller travailler ». Cette peur, elle est liée à notre expérience, mais aussi à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit un peu partout. Voyons par exemple ce travail du Monde avec un premier article le 21 avril à propos d'une étude de l'Institut Pasteur. Cette étude est reprise le 13 mai à l'occasion de la publication de la version définitive de l'article qui avait été soumis le 21 avril. La conclusion principale, c'est que la population n'aura pas atteint et de loin l'immunité collective au moment du déconfinement. Cette information est clairement anxiogène. Et comment vouloir au monde? Parce que sur le site de l'Institut Pasteur qui a donné cette information, on trouve le communiqué de presse ainsi qu'une vidéo avec la conférence de presse qui avait été enregistrée. Et on voit bien que l'Institut Pasteur insiste sur le fait que le 11 mai, la population française sera loin de l'immunité collective. Néanmoins, il y a bien d'autres informations dans l'article qui est paru. Et toutes les informations qui sont dans cet article ont permis de tirer les conclusions qu'on a rappelées précédemment. Et si l'Institut Pasteur insiste sur ce résultat que la proportion de Français qui ont été infectés au 11 mai oscille entre 3 et 7%, c'est que l'information sur la mortalité est, elle, pour eux, déjà connue, même si, au sein de la population, ce n'est pas le ressenti. Il faut nous intéresser à ce qu'est une information. En 1948, Claude Shannon écrit un article qui reste comme un élément fondateur de toute la théorie des communications numériques. C'est aujourd'hui ce qui fait qu'on a Internet, les téléphones mobiles et beaucoup d'autres choses. Dans cet article, il définit l'information par cette formule. Elle dit simplement que plus la probabilité qu'un événement est faible, plus il y a d'informations. Ainsi, si on a une probabilité de 1 sur 1 milliard, la quantité d'informations est de 30 bits. Si la probabilité est de 1,5, eh bien à ce moment-là, la quantité d'information n'est que de 1 bit. Mais tout ça, c'est quantitatif et pas du tout qualitatif. Par contre, la quantité d'information va être ce qui va nous attirer. Plus on a quelque chose de rare, plus on va être attiré par cette information. Ainsi,
on peut avoir des informations rares, négatives ou positives. À gauche, voyez ce titre de l'Express qui indique la mort d'un bébé de 6 semaines lié peut-être à la Covid. C'est un événement extrêmement rare, mais c'est une information qui frappe. À l'autre bout, une information positive. Cette dame de 113 ans a survécu à la Covid-19. Mais aucune de ces informations n'est vraiment utile. Alors voilà une information pertinente. Nous avions mis en exergue lors de la première vidéo l'importance des systèmes fermés. Un système fermé, c'est un système dans lequel on maîtrise tout. En particulier, on avait parlé du Diamond Princess, ce bateau de croisière sur lequel il y avait eu un grand nombre de contaminations. Et on avait pu savoir qui était décédé, qui avait été hospitalisé, et ainsi de suite. Sur le Charles de Gaulle, le même problème est apparu et 1046 marins ont été contaminés. L'information pertinente, c'est que comme ils sont jeunes, on s'attendait à avoir 0, ou en tous les cas très peu de décès. Et c'est effectivement ce qu'il y a, 0 décès. Ainsi, au 11 mai, il y avait 1045 marins guéris et le dernier était sorti de réanimation. Il est intéressant de voir comment cette information a été traitée dans la presse. À gauche, le camp des pessimistes. On insiste surtout sur l'erreur de jugement du commandant qui a eu un excès de confiance, qui a amené à une contamination de nombreux marins. Le bilan humain est à peine évoqué et Le Monde n'utilise même pas le mot guéri ou guérison. À droite, les optimistes. L'information est la même, sauf qu'on commence par le bilan humain et on conclut sur le fait qu'il n'y a pas eu de faute. D'ailleurs, une erreur de jugement, c'est pas une vraie information. Qui ne commet pas une erreur de jugement? À partir d'un même événement, on peut en tirer des conclusions différentes. Pour mieux mettre ça en exergue, nous allons prendre la canicule de 2003 et représenter 3 fois les mêmes données, mais de façon différente. Ces données, c'est le nombre de décès en fonction du temps. On trouve tous les chiffres sur le site de l'INSEE. Première représentation, on va représenter le nombre de décès quotidiens en fonction du jour. Et sur la période 2002-2004, on observe cette courbe. La première chose qui frappe, c'est le pic très important à l'été 2003, puisqu'on était aux alentours de 1500 décès par jour. Et tout d'un coup, pendant la vague de chaleur, on obtient jusqu'à 3500 décès au cours d'une journée. La deuxième chose qui frappe, c'est le fait qu'il y a des variations qui semblent plus ou moins périodiques, avec une mortalité qui augmente fortement en hiver. Ça, ce sont les grippes, les dépressions l'hiver et tout autre phénomène de ce genre. C'est ce qu'on voit sur cette courbe. On a représenté la mortalité annuelle en fonction de la période dans l'année. On voit bien que chaque année revient un pic qui correspond à cette augmentation de la mortalité. Mais revenons sur les données de la canicule de 2003. Et prenons un peu de recul, au lieu de regarder ça sur 3 ans, regardons ça sur une période beaucoup plus longue, année par année. Et on obtient ce graphique. Clairement, on retrouve le pic de 2003. Alors si on regarde la mortalité au cours des années de 95 à 2005, on voit bien que 2003 s'écarte très nettement et il y a, selon les spécialistes, un excès lié à la canicule de 15 à 20 000 victimes supplémentaires. Et ce qu'on observe aussi immédiatement, c'est qu'en 2004, la mortalité est beaucoup plus faible. En fait, ceux qui sont morts en 2003 sont ceux qui, s'il n'y avait pas eu cette canicule, seraient morts en 2004. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation très importante du nombre de décès par an à partir à peu près de 2010. Cette augmentation du nombre de décès depuis 2010 n'est pas liée à une augmentation de la mortalité. Bien au contraire, la mortalité s'est améliorée entre 2007 et 2017. D'ailleurs, elle s'est améliorée continuellement depuis 1967, comme on le voit sur l'évolution de la mortalité en fonction de l'âge.
En fait, l'augmentation du nombre de décès est tout simplement due au vieillissement de la population au cours de cette période. Mais quand on regarde ce graphique, on voit que l'échelle verticale va de 480 000 à 620 000 décès dans l'année. En fait, il nous faut prendre du recul là-dessus. Et c'est l'objet de la troisième représentation. Comme on le voit, le pic de la canicule de 2003 apparaît toujours. La sous-mortalité de 2004 également. Mais quand on regarde ce que ça représente par rapport au nombre de décès annuels, c'est important, mais ça n'est pas non plus une catastrophe. Il faut faire confiance à l'administration dans le fait d'apprendre de ses erreurs et du fait que ce qui a été des problèmes qui ont eu lieu en 2003 ne se répètent pas à l'avenir. En zoomant trop sur les événements, on ne peut pas relativiser. La première représentation nous permet d'identifier le problème, mais la deuxième nous permet de le comprendre et le troisième d'avoir une certaine distance par rapport aux événements et ne pas tout de suite sombrer dans la panique. En fait, les trois représentations sont complémentaires. Si on va sur le site du Monde, on trouve uniquement la représentation du nombre de morts quotidiens qui met en évidence à la fois l'augmentation importante du nombre de décès liés à la Covid, avec la diminution liée à la distanciation sociale, au confinement, également les effets de la canicule de 2003. En fait, quand on regarde, il y a d'autres courbes qui sont importantes, voilà, celle de 2017. Alors là, on pourrait croire que j'en veux beaucoup au Monde, mais si je ne suis abonné au Monde, c'est bien parce que je pense que le Monde donne des informations très utiles. La seule chose, c'est que du coup, les contre-exemples que je donne viennent du site du Monde. C'est un effet lié à un échantillonnage très particulier. En conclusion, nous sommes attirés par ce qui apporte beaucoup d'informations, au sens quantitatif du terme. Mais une information, s'il peut y avoir beaucoup d'informations, ce n'est pas pour ça qu'elle est de qualité. L'information n'est pas forcément pertinente. Et d'ailleurs, plusieurs éclairages permettent de relativiser les choses et de ne pas sombrer dans un pessimisme noir. D'ailleurs, sans nouvel événement d'ampleur, il y aura très probablement une sous-mortalité en 2021 puisque la population touchée par la Covid-19 est sensiblement la même que celle qui avait été touchée par la canicule de 2003. Lors d'une prochaine vidéo, nous parlerons du risque lié au SARS-CoV-2, mais il faudra le relativiser parce que c'est loin d'être le seul. Et en particulier, les mesures que l'on prend pour lutter contre lui amènent d'autres risques. En attendant, je vous invite à aller sur le site www.coronasamper.fr. Vous y retrouverez toutes les références de ce qui a été dit ici.